Bonjour à toutes et à tous, ici Dr Amin Ghasmi, président de la Société francophone de nutrithérapie et nutrigénétique appliquée. Je vous invite au prochain congrès international des sciences de la nutrition qui se déroulera à Casablanca les 4 et 5 mars prochains et qui aura comme thématique la prise en charge nutritionnelle et micronutritionnelle des patients cancéreux. J'interviendrai au cours de ce congrès avec une conférence intitulée « Les interactions nutriments-médicaments dans la prise en charge micronutritionnelle du patient cancéreux ». Il y aura un panel d'experts internationaux, une quinzaine d'experts internationaux qui vont intervenir au cours de ce congrès. Il s'agit en réalité d'un congrès formation, donc il y aura une certification à la fin de ce congrès. Donc je vous invite à être nombreux au cours de cet événement et je vous dis à très bientôt. Merci. Et bonjour, je m'appelle Vincenzo Castronovo, je suis professeur honoraire de l'Université de Liège et je m'intéresse depuis plus de 25 ans à l'impact de la nutrition sur la santé, en particulier sur le cancer. Et je me réjouis d'être parmi vous le 4 mars à Casablanca pour vous parler lors de ce congrès de la phyto-oncologie, un concept où je vais vous expliquer comment certains principes actifs de plantes sont des outils extraordinairement efficaces pour accompagner les patients pendant le traitement anti-cancer, mais également en prévention primaire et tertiaire. Notamment, on parlera de la curcumine, de la berbérine, de l'acide bétulinique, mais également des tocotriénols qu'on trouve dans certains végétaux qui ont un effet multi-cible extrêmement intéressant. Donc, je me réjouis de vous revoir à cette occasion et jusque-là, portez-vous bien. Bonjour, je suis Ulrich Génisson, expert en régime cétogène et cofondateur de Eat Fat to Be Fit, la première communauté francophone autour du régime cétogène. Je vous invite au congrès des sciences de la nutrition qui aura lieu le 4 et 5 mars 2023 à Casablanca, où j'aborderai le régime cétogène pour la lutte contre le cancer, mais aussi pour sa prévention. J'espère que vous serez très nombreux à nous rejoindre pour cet événement exceptionnel et je vous dis à très bientôt. Dear friends, as you are aware, this year the International Congress of Nutritional Science will be hosted in Casablanca, Morocco. A lot of prominent speakers will fill the agenda. I am Nina Mikirova, the researcher from the Reardon Clinic, and I am honored to be invited at this Congress. My presentation is about high-dose vitamin C in cancer treatment. The importance of vitamin C consumption in human health is well known. It is necessary for proper immune functioning, suppression of inflammation, suppression of viral replication, and in healing of many chronic diseases. The aim of my presentation is to provide an overview of the current scientific evidence concerning the mechanism of action of vitamin C and preclinical and clinical studies that evaluate the potential of vitamin C as anti-cancer agent. Reports of the clinical studies indicated that when it's administered at high dosage by intravenous route, it can show beneficial effect in cancer patients. This treatment has potential to expand the therapeutic range of chemotherapy, its efficacy, and reduce toxicity of chemo. In addition, I will discuss the research projects and clinical trials that are completed in Reardon Clinic. It is my pleasure to make presentation at the International Congress of Nutritional Science organized by Professor Amin Ghasmi. Thank you. Bonjour, je suis Patricia Bourguignon, immunologiste, nutrithérapeute et fondatrice donc du CIREC, qui est la Société internationale de recherche et développement sur les cannabinoïdes. Alors, on parle de plus en plus
que ce soit sur Internet, dans les publications scientifiques, du cannabis thérapeutico-médical, du CBD, du CBG, etc., dans la prise en charge du cancer. Mais qu'en est-il réellement? Que peut-on espérer comme effet bénéfique? Est-ce qu'il y a des risques, des contre-indications? Quel dosage appliquer? Voici quelques questions parmi d'autres qui seront développées lors du Congrès international des sciences et de la nutrition. Et donc je serai vraiment très heureuse de vous rencontrer le 5 et 6 mars prochain à Casablanca. Bonjour à toutes et à tous, ici Dr Amin Ghasmi, président de la Société francophone de nutrithérapie et nutrigénétique appliquée. Je vous invite au prochain congrès international des sciences de la nutrition qui se déroulera à Casablanca les 4 et 5 mars prochains et qui aura comme thématique la prise en charge nutritionnelle et micronutritionnelle des patients cancéreux. J'interviendrai au cours de ce congrès avec une conférence intitulée « Les interactions nutriments-médicaments dans la prise en charge micronutritionnelle du patient cancéreux ». Il y aura un panel d'experts internationaux, une quinzaine d'experts internationaux qui vont intervenir au cours de ce congrès. Il s'agit en réalité d'un congrès formation, donc il y aura une certification à la fin de ce congrès. Donc je vous invite à être nombreux au cours de cet événement et je vous dis à très bientôt. Merci. Et bonjour, je m'appelle Vincenzo Castronovo, je suis professeur honoraire de l'Université de Liège et je m'intéresse depuis plus de 25 ans à l'impact de la nutrition sur la santé, en particulier sur le cancer. Et je me réjouis d'être parmi vous le 4 mars à Casablanca pour parler lors de ce congrès de la phyto-oncologie, un concept où je vais vous expliquer comment certains principes actifs de plantes sont des outils extraordinairement efficaces pour accompagner les patients pendant le traitement anti-cancer, mais également en prévention primaire et tertiaire. Notamment, on parlera de la curcumine, de la berbérine, de l'acide bétulinique, mais également des tocotriénols qu'on trouve dans certains végétaux qui ont un effet multi-cible extrêmement intéressant. Donc, je me réjouis de vous revoir à cette occasion et jusque-là, portez-vous bien. Bonjour, je suis Ulrich Génisson, expert en régime cétogène et cofondateur de Eat Fat to Be Fit, la première communauté francophone autour du régime cétogène. Je vous invite au congrès des sciences de la nutrition qui aura lieu le 4 et 5 mars 2023 à Casablanca, où j'aborderai le régime cétogène pour la lutte contre le cancer, mais aussi pour sa prévention. J'espère que vous serez très nombreux à nous rejoindre pour cet événement exceptionnel et je vous dis à très bientôt. Dear friends, as you are aware, this year the International Congress of Nutritional Science
will be hosting in Casablanca, Morocco. A lot of prominent speakers will fill the agenda. I am Nina Mikirova, the researcher from the Reardon Clinic, and I am honored to be invited at this Congress. My presentation is about high-dose vitamin C in cancer treatment. The importance of vitamin C consumption in human health is well known. It is necessary for proper immune functioning, suppression of inflammation, suppression of viral replication, and in healing of many chronic diseases. The aim of my presentation is to provide an overview of the current scientific evidence concerning the mechanism of action of vitamin C and preclinical and clinical studies that evaluate the potential of vitamin C as anti-cancer agent. Reports of the clinical studies indicated that when it's administered at high dosage by intravenous route, it can show beneficial effect in cancer patients. This treatment has potential to expand the therapeutic range of chemotherapy, its efficacy, and reduce toxicity of chemo. In addition, I will discuss the research projects and clinical trials that are completed in Reardon Clinic. It is my pleasure to make presentation at the International Congress of Nutritional Science organized by Professor Amin Ghazmi. Thank you. Bonjour, je suis Patricia Bourguignon, immunologiste, nutrithérapeute et fondatrice donc du CIREC, qui est la Société internationale de recherche et développement sur les cannabinoïdes. Alors, on parle de plus en plus, que ce soit sur Internet, dans les publications scientifiques, du cannabis thérapeutique-médical, du CBD, du CBG, etc., dans la prise en charge du cancer. Mais qu'en est-il réellement ? Que peut-on espérer comme effet bénéfique? Est-ce qu'il y a des risques, des contre-indications? Quel dosage appliquer? Voici quelques questions parmi d'autres qui seront développées lors du Congrès international des sciences et de la nutrition. Et donc je serai vraiment très heureuse de vous rencontrer le 5 et 6 mars prochain à Casablanca. Bonjour à toutes et à tous, ici Dr Amin Ghazmi, président de la Société francophone de nutrithérapie et nutrigénétique appliquée. Je vous invite au prochain congrès international des sciences de la nutrition qui se déroulera à Casablanca les 4 et 5 mars prochains et qui aura comme thématique la prise en charge nutritionnelle et micronutritionnelle des patients cancéreux. J'interviendrai au cours de ce congrès avec une conférence intitulée « Les interactions nutriments-médicaments dans la prise en charge micronutritionnelle du patient cancéreux ». Il y aura un panel d'experts internationaux, une quinzaine d'experts internationaux qui vont intervenir au cours de ce congrès. Il s'agit en réalité d'un congrès formation, donc il y aura une certification à la fin de ce congrès.
Donc je vous invite à être nombreux au cours de cet événement et je vous dis à très bientôt. Merci. Bonjour, je m'appelle Vincenzo Castronovo, je suis professeur honoraire de l'Université de Liège et je m'intéresse depuis plus de 25 ans à l'impact de la nutrition sur la santé, en particulier sur le cancer. Et je me réjouis d'être parmi vous le 4 mars à Casablanca pour vous parler lors de ce congrès de la phyto-oncologie, un concept où je vous expliquer comment certains principes actifs de plantes sont des outils extraordinairement efficaces pour accompagner les patients pendant le traitement anti-cancer, mais également en prévention primaire et tertiaire. Notamment, on parlera de la curcumine, de la berbérine, de l'acide bétulinique, mais également des tocotriénols qu'on trouve dans certains végétaux qui ont un effet multi-cible extrêmement intéressant. Donc, je me réjouis de vous revoir à cette occasion et jusque-là, portez-vous bien. Bonjour, je suis Ulrich Génisson, expert en régime cétogène et cofondateur de Eat Fat to Be Fit, la première communauté francophone autour du régime cétogène. Je vous invite au congrès des sciences de la nutrition qui aura lieu le 4 et 5 mars 2023 à Casablanca, où j'aborderai le régime cétogène pour la lutte contre le cancer, mais aussi pour sa prévention. J'espère que vous serez très nombreux à nous rejoindre pour cet événement exceptionnel et je vous dis à très bientôt. Dear friends, as you are aware, this year the International Congress of Nutritional Science will be hosted in Casablanca, Morocco. A lot of prominent speakers will fill the agenda. I am Nina Mikirova, the researcher from the Reardon Clinic, and I am honored to be invited at this Congress. My presentation is about high-dose vitamin C in cancer treatment. The importance of vitamin C consumption in human health is well known. It is necessary for proper immune functioning, suppression of inflammation, suppression of viral replication, and in healing of many chronic diseases. The aim of my presentation is to provide an overview of the current scientific evidence concerning the mechanism of action of vitamin C and preclinical and clinical studies that evaluate the potential of vitamin C as anti-cancer agent. Reports of the clinical studies indicated that when it's administered at high dosage by intravenous route, it can show beneficial effect in cancer patients. This treatment has potential to expand the therapeutic range of chemotherapy, its efficacy, and reduce toxicity of chemo. In addition, I will discuss the research projects and clinical trials that are completed in Reardon Clinic. It is my pleasure to make presentation at the International Congress of Nutritional Science organized by Professor Amin Ghazmi. Thank you. Bonjour, je suis Patricia Bourguignon, immunologiste, nutrithérapeute et fondatrice donc du CIREC, qui est la Société internationale de recherche et développement sur les cannabinoïdes. Alors, on parle de plus en plus, que ce soit sur Internet, dans les publications scientifiques, du cannabis thérapeutique-médical, du CBD, du CBG, etc., dans la prise en charge du cancer. Mais qu'en est-il réellement? Que peut-on espérer comme effet bénéfique? Est-ce qu'il y a des risques, des contre-indications? Quel dosage appliquer? Voici quelques questions parmi d'autres qui seront développées lors du Congrès international des sciences et de la nutrition. Et donc je serai vraiment très heureuse de vous rencontrer le 5 et 6 mars prochain à Casablanca.
Bonjour à toutes et à tous, ici Dr Amin Gasmi, président de la Société francophone de nutrithérapie et nutrigénétique appliquée. Je vous invite au prochain congrès international des sciences de la nutrition qui se déroulera à Casablanca les 4 et 5 mars prochains et qui aura comme thématique la prise en charge nutritionnelle et micronutritionnelle des patients cancéreux. J'interviendrai au cours de ce congrès avec une conférence intitulée « Les interactions nutriments-médicaments dans la prise en charge micronutritionnelle du patient cancéreux ». Il y aura un panel d'experts internationaux, une quinzaine d'experts internationaux qui vont intervenir au cours de ce congrès. Il s'agit en réalité d'un congrès formation, donc il y aura une certification à la fin de ce congrès. Donc je vous invite à être nombreux au cours de cet événement et je vous dis à très bientôt. Merci. Bonjour docteur. Bonjour. Donc nous sommes actuellement en ligne et Très bien. dès que vous êtes prêt, vous pourrez commencer. Très bien. Ok. Je ne sais pas parce que je ne vois pas. Est-ce que tout le monde est là ou est-ce qu'on ne devrait pas attendre encore un petit peu? Oui, vu qu'on a de l'avance, on peut commencer à 19h05. Voilà, comme ça, Oui. ça marche. Merci. A lot of prominent speakers will fill the agenda. I am Nina Mikirova, the researcher from the Reardon Clinic, and I am honored to be invited at this Congress. My presentation is about high-dose vitamin C in cancer treatment. The importance of vitamin C consumption in human health is well known. It is necessary for proper immune functioning, suppression of inflammation, suppression of viral replication, and in healing of many chronic diseases. The aim of my presentation is to provide an overview of the current scientific evidence concerning the mechanism of action of vitamin C and preclinical and clinical studies that evaluate the potential of vitamin C as anti-cancer agent. Reports of the clinical studies indicated that when it's administered at high dosage by intravenous route, it can show beneficial effect in cancer patients. This treatment has potential to expand the therapeutic range of chemotherapy, its efficacy, and reduce toxicity of chemo. In addition, I will discuss the research projects and clinical trials that are completed in Reardon Clinic. It is my pleasure to make presentation at the International Congress of Nutritional Science organized by Professor Amin Gazmi. Thank you. Bonjour, je suis Patricia Bourguignon, immunologiste, nutrithérapeute et fondatrice donc du CIREC, qui est la Société internationale de recherche et développement sur les cannabinoïdes. Alors, on parle de plus en plus, que ce soit sur Internet, dans les publications scientifiques,
du cannabis thérapeutique-médical, du CBD, du CBG, etc., dans la prise en charge du cancer. Mais qu'en est-il réellement? Que peut-on espérer comme effet bénéfique? Est-ce qu'il y a des risques, des contre-indications? Quel dosage appliquer? Voici quelques questions parmi d'autres qui seront développées lors du Congrès international des sciences et de la nutrition. Et donc je serai vraiment très heureuse de vous rencontrer le 5 et 6 mars prochain à Casablanca. Bonjour à toutes et à tous, ici Dr Amin Gasmi, président de la Société francophone de nutrithérapie et nutrigénétique appliquée. Je vous invite au prochain congrès international des sciences de la nutrition qui se déroulera à Casablanca les 4 et 5 mars prochains et qui aura comme thématique la prise en charge nutritionnelle et micronutritionnelle des patients cancéreux. J'interviendrai au cours de ce congrès avec une conférence intitulée « Les interactions nutriments-médicaments dans la prise en charge micronutritionnelle du patient cancéreux ». Il y aura un panel d'experts internationaux, une quinzaine d'experts internationaux qui vont intervenir au cours de ce congrès. Il s'agit en réalité d'un congrès formation, donc il y aura une certification à la fin de ce congrès. Donc je vous invite à être nombreux au cours de cet événement et je vous dis à très bientôt. Merci. Et bonjour, je m'appelle Vincenzo Castronovo, je suis professeur honoraire de l'Université de Liège et je m'intéresse depuis plus de 25 ans à l'impact de la nutrition sur la santé, en particulier sur le cancer. Et je me réjouis d'être parmi vous le 4 mars à Casablanca pour parler lors de ce congrès de la phyto-oncologie, un concept où je vais vous expliquer comment certains principes actifs de plantes sont des outils extraordinairement efficaces pour accompagner les patients pendant le traitement anti-cancer, mais également en prévention primaire et tertiaire. Notamment, on parlera de la curcumine, de la berbérine, de l'acide bétulique, mais également des tocotriénols qu'on trouve dans certains végétaux qui ont un effet multi-cible extrêmement intéressant. Donc, je me réjouis de vous revoir à cette occasion et jusque-là, portez-vous bien. Bonjour, je suis Ulrich Génisson, expert en régime cétogène et cofondateur de Eat Fat to Be Fit, la première communauté francophone autour du régime cétogène. Je vous invite au congrès des sciences de la nutrition qui aura lieu le 4 et 5 mars 2023 à Casablanca, où j'aborderai le régime cétogène pour la lutte contre le cancer, mais aussi pour sa prévention. J'espère que vous serez très nombreux à nous rejoindre pour cet événement exceptionnel et je vous dis à très bientôt. Dear friends, as you are aware, this year the International Congress of Nutritional Science will be hosted in Casablanca, Morocco. A lot of prominent speakers will fill the agenda. I am Nina Mikirova, the researcher from the Reardon Clinic, and I am honored to be invited at this Congress. My presentation is about high-dose vitamin C in cancer treatment. The importance of vitamin C consumption in human health is well known. It is necessary for proper immune functioning, suppression of inflammation, suppression of viral replication, and in healing of many chronic diseases. The aim of my presentation is to provide an overview of the current scientific evidence concerning the mechanism of action of vitamin C and preclinical and clinical studies that evaluate the potential of vitamin C as anti-cancer agent. Reports of the clinical studies indicated that when it's administered at high dosage by intravenous route, it can show... Bonjour tout le monde, bienvenue. On commence dans quelques minutes. Merci. Toxicity of chemo. In addition,
I will discuss the research projects and clinical trials that are completed in Riordan Clinic. It is my pleasure to make presentation at the International Congress of Nutritional Science organized by Professor Amin Ghazmi. Thank you. Bonjour, je suis Patricia Bourguignon, immunologiste, nutrithérapeute et fondatrice donc du CIREC, qui est la Société internationale de recherche et développement sur les cannabinoïdes. Alors, on parle de plus en plus, que ce soit sur Internet, dans les publications scientifiques, du cannabis thérapeutique ou médical, du CBD, du CBG, etc., dans la prise en charge du cancer. Mais qu'en est-il réellement ? Que peut-on espérer comme effet bénéfique? Est-ce qu'il y a des risques, des contre-indications? Quel dosage appliquer? Voici quelques questions parmi d'autres qui seront développées lors du Congrès international des sciences et de la nutrition. Et donc je serai vraiment très heureuse de vous rencontrer le 5 et 6 mars prochain à Casablanca. Donc, rebonsoir tout le monde. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. Donc, je me présente, Amin Ghazmi, physiologiste et nutritionniste et président de la Société francophone de nutrithérapie et nutrigénétique appliquée.
Donc cette conférence-là s'articule autour des conférences qui sont organisées ou sponsorisées par le Congrès international des sciences de la nutrition. Donc comme la dernière conférence pour celles et ceux qui étaient déjà là la semaine passée, une conférence sur l'auto-immunité et la micronutrition. Donc ici, on va parler un petit peu de douleur et de gestion de la douleur par la micronutrition et également par les phytonutriments. Bien entendu, donc cette conférence est enregistrée et donc vous aurez le replay le lendemain de cette conférence. Donc ici, je ne vais pas m'attarder sur les aspects théoriques ou on va dire biochimiques purs, parce que de toutes les façons, on n'a pas beaucoup de temps. C'est une conférence qui va durer à peu près 1 heure. Je vais essayer de vous donner des choses très pratiques. Ok, et donc vous m'excuserez si je ne m'étale pas en détail sur certaines notions parce que, comme je vous disais, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, tout d'abord, regardons un petit peu ce que c'est que la douleur et quels sont les mécanismes, ou du moins les mécanismes les plus importants qui nous intéressent, nous, en micronutrition et sur lesquels on pourrait agir. Donc, qu'est-ce que c'est que la douleur déjà? Donc, comme vous le savez, c'est une sensation. La douleur est une sensation, c'est une création du système nerveux. Cette douleur est produite donc au niveau sensoriel par un certain type d'influx nerveux et ça apparaît suite à une exposition à soit un traumatisme, soit donc un choc, soit à une exposition par exemple à des composés chimiques. Et donc c'est détecté par un certain nombre de neurones qu'on appelle les neurones nocicepteurs. Donc bien entendu, il va y avoir un influx afférent qui va transmettre l'information vers ces neurones nocicepteurs. Donc ça passe surtout par la moelle épinière et il y a une intégration également plus tard au niveau central, au niveau cérébral. Et donc après, il va y avoir un influx efférent qui va donner une sensation et puis qui va donner également, donc ça c'est pour les fibres sensorielles et pour les fibres motrices, qui va donner un ordre de mouvement par rapport à la contraction d'un certain nombre de muscles pour donner un comportement par rapport à cet agent, entre parenthèses, agresseur qui produit cette sensation. Ok, donc comme je vous disais, on a une réaction soit à la chaleur, soit à la pression, soit à certains produits chimiques caustiques, comme par exemple tout ce qui est très acide, l'HCl par exemple ou autre, ou la soude caustique très alcaline, etc. Et donc pour ça, on a différents types de récepteurs sensoriels et au niveau, parmi ces récepteurs, on a des récepteurs nocicepteurs qui vont s'activer pour donner cette sensation de douleur. En plus de ça, on a également des amplificateurs de cette douleur. Donc on a au niveau central des neurotransmetteurs qui vont intégrer cette information de douleur, donc de danger par rapport à quelque chose qui va se traduire en douleur. Ces neurotransmetteurs, on va voir tout à l'heure lesquels, c'est principalement des neurotransmetteurs excitateurs. Et puis également, on va avoir au niveau périphérique des amplificateurs de cette douleur. Parmi les amplificateurs, donc, vous avez les médiateurs de l'inflammation, notamment des prostaglandines, entre autres, pas que. On va voir quelques autres juste après. Ok, donc les prostaglandines vont déterminer ce qu'on appelle un abaissement du seuil de douleur. Ok, la personne va être plus sensible à la douleur lorsque il va y avoir une inflammation, donc une quantité plus importante, une production plus importante de ces prostaglandines.
Okay. Et donc, globalement, en moyenne, on a, bon, c'est des statistiques qui peuvent changer d'un pays à l'autre, mais globalement, à l'échelle mondiale, on a à peu près 2 personnes sur 5 qui souffrent ou qui ont déjà souffert de ce que l'on appelle des douleurs chroniques, donc qui sont dues à tout un tas de causes, entre autres des neuropathies, des problèmes inflammatoires, des maladies inflammatoires, des maladies métaboliques comme entre autres le cancer, etc. Bon, là, c'est 2 schémas qui récapitulent un tout petit peu. Bon, c'est extrêmement simplifié parce que les voies d'intégration de la douleur sont extrêmement complexes. Donc, comme je vous disais, je ne vais pas m'étaler ici sur la partie théorique et biochimique de la chose. Je vais juste vous donner quelques clés de compréhension par rapport à ce qui va suivre après. Donc, tout d'abord, comme je vous disais, on a un influx nerveux qui va venir au niveau du neurone présynaptique. Donc, cet influx nerveux va être transmis par un ensemble de neurotransmetteurs, et entre autres, parmi ces neurotransmetteurs, vous avez notamment le glutamate. Bon, ce qui est représenté dans ce schéma, c'est le glutamate, mais il y a aussi l'aspartate, par exemple, aussi, qui donne les mêmes effets également, mais dans des régions différentes du cerveau. Donc l'aspartate et le glutamate ont le même effet excitateur, la même puissance excitatrice dans le cerveau. On a comme neurotransmetteur qui contrecarre l'effet de ces 2 neurotransmetteurs excitateurs, le GABA. Donc le GABA est un puissant inhibiteur qui contrecarre non pas seulement l'effet du glutamate, d'ailleurs le glutamate est un précurseur du GABA, mais aussi l'effet de l'aspartate également. Donc on a aussi un peptide, et ce peptide on l'appelle la substance P. Okay. La substance P peut aussi jouer un rôle de neurotransmetteur parce qu'il y a aussi des récepteurs qui vont être sensibles à la substance P. Et donc la substance P, bien sûr, transmet l'influx nerveux nocicepteur également. OK, et donc au niveau de ce schéma-là, vous voyez une balance qui s'exerce entre des systèmes pro-nociceptifs et des systèmes anti-nociceptifs. Donc en gros, si on parle à l'échelle des neurotransmetteurs, on a des neurotransmetteurs qui vont avoir des effets excitateurs, stimulants, et donc qui vont passer principalement par les récepteurs NMDA. Donc là, c'est plus, comme je vous disais, du glutamate, hein, voire également l'aspartate. Et vous avez aussi des récepteurs, ou plutôt des systèmes anti-nociceptifs qui vont passer principalement par des systèmes inhibiteurs, dont le plus important, c'est le GABA. Okay. Ici, donc, cette balance va déterminer cette sensation de douleur. Donc, la nature de la douleur, également l'intensité de la douleur, la durabilité de la douleur également, etc., etc. OK, et donc tout l'effet antidouleur qu'on va discuter juste après va bien entendu s'articuler autour de ces neurotransmetteurs et autour de quelques autres cibles aussi importantes comme la cible inflammatoire ou la cible également sur la dégradation ou la destruction des terminaisons nerveuses et des synapses. Donc c'est dans ce sens-là qu'on va essayer de détailler ces informations-là. OK, donc ici, je vous ai mis quelques cibles intéressantes, donc des cibles métaboliques pour la douleur. Donc parmi ces cibles, on a tout ce qui est neurotransmetteur qui pourrait intervenir dans la douleur, que ce soit en augmentant la douleur ou en diminuant la sensation de douleur. Donc vous avez là les endorphines, qui sont relativement connus, on va dire quelques mots juste après. Les encéphalines aussi, qui sont également des peptides, qui
qui sont en fait des petits peptides qui contiennent 5 acides aminés. On a deux types. On a des encéphalines à leucine et des encéphalines à méthionine, donc qui jouent aussi des rôles complémentaires. Et ils jouent également un rôle dans la transmission de l'influx nerveux efférent, donc sur les fibres sensorielles descendantes qui induisent cette sensation de douleur. Donc, ensuite, donc, il y a aussi le système cannabinoïde, ou ce qu'on peut appeler aussi le système endocannabinoïde. Donc, juste pour rappel, lors du prochain congrès du 4 et 5 mars prochain qui va se dérouler à Casablanca, on aura l'intervention d'une experte des cannabinoïdes sur cette thématique justement de la gestion de la douleur par les cannabinoïdes. Et donc, je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin de cette conférence où vous aurez un invité surprise. Donc sinon, les prostaglandines également, comme je vous disais juste avant, ce sont des amplificateurs du signal de la douleur. Le GABA, puissant inhibiteur. Le système glutamate aspartate aussi, donc là c'est un puissant excitateur aussi, qui est contré, dont l'effet est contré par le GABA. La sérotonine, alors là on ne parle pas forcément de la sérotonine cérébrale, parce que ici, la sérotonine cérébrale ne joue pas un rôle direct au niveau de la régulation de la douleur. Là, on parle de la sérotonine périphérique. Et la sérotonine périphérique a des effets qui sont très différents de celles au niveau cérébral. Parce qu'au niveau cérébral, la sérotonine va donner un effet antidépresseur, ça va aussi favoriser la synthèse, puisque c'est le précurseur principal de la mélatonine au niveau cérébral. Donc, ça va donner des effets sur le sommeil également, et bien sûr d'autres effets sur l'anxiété, sur les compulsions sucrées, etc. Ça, c'est au niveau cérébral. Là, on ne parle pas de ça. La sérotonine au niveau périphérique, et surtout au niveau des endroits où il y a des lésions, est synthétisée conjointement justement avec les prostaglandines et avec la substance P pour justement amplifier le signal de la douleur. Donc c'est un petit peu contradictoire avec ce qu'on connaît, en apparence contradictoire avec ce qu'on connaît sur la sérotonine au niveau central, mais c'est comme ça. La sérotonine périphérique a toujours des effets, soit des effets pro-inflammatoires directs, comme c'est le cas ici, soit elle accompagne juste un processus inflammatoire comme ce qu'on peut avoir par exemple au niveau de l'intestin. Donc c'est un rôle qui est complètement différent de ce qu'on peut avoir au niveau cérébral. Vous avez également la substance P, qui s'active en fait, ou dans la production s'active avec un certain type de récepteur qu'on va voir juste après également. Et vous avez tout ce qui est traumatisme, blessure, dégradation tissulaire et surtout la dégénérescence des terminaisons nerveuses également, qui peut conduire également à des sensations très douloureuses, et notamment ce qu'on pourrait appeler aussi les douleurs neuropathiques. Donc là, vous avez un ensemble de cibles. Alors, il y en a d'autres, hein, certainement. Il y a le cortisol, il y a la T3, il y a tout un tas d'autres choses. Comme je vous disais, on ne pourra pas tout voir ici. Je me suis centré principalement sur tout ce qui est neurotransmetteur. Comme je vous disais, par rapport aux encéphalines, donc les endorphines encéphalines fonctionnent ensemble. Hein. Donc les encéphalines, on en a deux types. Il y a les méthionines et les leucines encéphalines. Sinon, pour les autres, les 4 autres acides aminés, c'est les mêmes pour les deux types d'encéphalines. Et donc ici, c'est, comme je vous disais, un effet sur la transmission de la douleur par les fibres sensorielles efférentes. Une fois que le signal a été transmis par les fibres afférentes, il y a un retour au niveau des fibres sensorielles pour donner cette sensation de douleur. Et ce retour-là, justement, est inhibé par ces encéphalines. On a aussi les endorphines,
je pense que tout le monde connaît ce que c'est que les endorphines, et notamment cet effet de ce qu'on appelle l'euphorie du coureur. C'est comme ça que ça a été au tout début compris et déterminé, chez des coureurs de fond et de demi-fond, où on a observé un effet d'euphorie. Lorsque les entraînements étaient très durs et très intenses, on a observé un effet d'euphorie comme si ces coureurs avaient pris une drogue, et donc ensuite, par la suite, on a compris que c'était des substances qui étaient produites endogènement. Et donc là, il ne s'agit pas uniquement des endorphines, mais il s'agit aussi des endocannabinoïdes également, qui sont produits conjointement avec les endorphines pour donner cet effet euphorique. Donc, bien sûr, ces endorphines sont également, mis à part leur effet là comme je vous disais, sur l'humeur, ils ont aussi des effets inhibiteurs de la douleur qui sont très puissants. Donc là, les cofacteurs parmi donc ces endorphines et encéphalines, vous avez donc les cofacteurs dans la synthèse de ces peptides, parce que les endorphines aussi sont des peptides, la B1, la B6, la B12, le magnésium. L'activité physique, mais vous avez compris, ce n'est pas un cofacteur, mais c'est un moyen qui permet de synthétiser ou de pousser la synthèse ou de forcer la synthèse des endorphines et des encéphalines. Alors là, c'est très connu, surtout en médecine classique. Et donc, il y a beaucoup de médecins généralistes qui utilisent le complexe B1, B6, même donc en injectable, surtout en injectable, voire B1, B6, B12. Et je pense que s'il y a des médecins parmi nous, ils connaissent très bien l'effet antidouleur, surtout par exemple dans des situations de douleur comme par exemple des séquelles de zona, par exemple, ce qui n'est pas rien comme douleur. Donc là, c'est utilisé en médecine classique comme un antidouleur, et les effets, entre autres, parce qu'il y a aussi un effet qui est propre à la vitamine B12 qui est autre au niveau du cerveau, donc un effet antalgique propre, mais globalement, les endorphines et les encéphalines, pour pouvoir les synthétiser en quantité suffisante, il faut suffisamment de B1, de B6, B12 et également de magnésium. Donc ce sont ici des cofacteurs directs pour synthétiser ces endorphines et ces encéphalines. Donc le système cannabinoïde, ici, bon, comme je vous disais, je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que le sujet est très complexe. Donc le système endocannabinoïde a aussi un effet sur la douleur. Donc les endocannabinoïdes qui se synthétisent en parallèle, par exemple au cours d'une activité physique ou même au cours d'un traumatisme, à la suite d'un traumatisme. Et donc là, par exemple, vous avez l'anandamide, qui est ce qu'on appelle aussi le AEA, qui est un neurotransmetteur endocannabinoïde qui a aussi un effet antidouleur qui est bien connu et qui se joint avec l'effet des endocannabinoïdes et des encéphalines également. Et donc ça, c'est un effet qui est endogène. Donc l'anandamide est synthétisé endogènement, c'est un cannabinoïde endogène. Et donc vous avez en parallèle de ça des substances qu'on appelle des phytocannabinoïdes, qui sont des substances qui miment l'action de ces endocannabinoïdes. Donc qui miment l'action, du moins partiellement, de ces endocannabinoïdes, et parmi lesquels donc, vous avez le CBD, qui est très étudié en ce moment et qui est très en vogue, parce qu'on découvre maintenant les effets, pas d'ailleurs que sur la douleur, parce qu'au tout début, il y avait des indications comme l'épilepsie, par exemple, sur le CBD, et il y a des médicaments là-dessus, sur l'épilepsie, qui sont à base de CBD et de cannabinoïdes. Vous avez aussi un autre phytocannabinoïde qui est le THC, et celui-ci est interdit. Donc c'est, si vous voulez, le THC, c'est la substance active qu'on trouve dans le cannabis.
donc c'est la substance hallucinogène, mais on trouve des études où on étudie l'effet du THC justement sur différentes situations, notamment sur le cancer par exemple, sur la douleur aussi et sur d'autres situations, et qui montrent des effets qui sont souvent plus importants, plus forts, surtout là sur la douleur, que le CBD. Mais comme je vous disais, on a un problème de législation sur le THC, ce qui est tout à fait logique parce que le THC est une substance donc hallucinogène, donc c'est une drogue. Voilà. Peut-être que les choses vont avancer ou évoluer plus tard, dans les années à venir, ou peut-être qu'il y aurait des médicaments dérivés de THC et qu'il y aurait aussi ça serait sous prescription médicale bien entendu. Mais là, c'est juste pour information. Donc, le THC est beaucoup plus puissant en termes d'effets antidouleurs que le CBD. Vous avez d'autres terpènes également. Ces terpènes-là, parce que le CBD et le THC, techniquement, c'est-à-dire chimiquement parlant, ce sont des terpènes. Donc, on appelle phytocannabinoïdes parce qu'ils miment l'effet justement des endocannabinoïdes. Donc, il y a aussi d'autres terpènes, dans le chanvre notamment, comme par exemple le bêta-cariophyllène ou l'humylène également, qui ont également des effets antidouleurs, ou en tout cas des effets antidouleurs qui peuvent compléter ceux du CBD. Donc là, on pourrait trouver ce genre de cannabinoïdes dans des produits de CBD, on va dire, pas du CBD purifié. On peut utiliser du CBD purifié, mais là, il n'y a que du CBD dedans. Mais plutôt du CBD avec... le mot m'échappe, le mot exact m'échappe, ça me reviendra, avec d'autres terpènes en tout cas. C'est pas du full spectrum, c'est du wide spectrum, je crois. Donc en gros, vous avez le CBD qui est purifié, donc où là ça contient 100% de CBD ou 99,99% de CBD. Et aussi, vous avez du CBD qui contient aussi des terpènes, avec d'autres terpènes de la plante, sauf le THC. Le THC qui est enlevé, bien sûr, qui est le THC qui est, donc, comme je vous disais, interdit. Et vous avez également le full spectrum qui contient le tout, y compris le THC. OK. Donc là, c'est intéressant donc d'utiliser ce type de cannabinoïdes dans le cas des douleurs neuropathiques, principalement, et des douleurs cancéreuses. Et comme je vous disais, la conférence de Patricia Bourguignon, qui aura lieu en mars prochain à Casablanca, justement développera cette partie-là de l'utilisation des cannabinoïdes dans le cas de la gestion de la douleur chez le patient cancéreux. Vous avez également donc les prostaglandines, que sont donc des substances pro-inflammatoires. Alors, il y a un tas de prostaglandines qui interviennent. Il y a différentes voies au niveau de l'inflammation également. On ne va pas les aborder ici. Mais retenez juste que ces prostaglandines, c'est ce qui vient après l'acide arachidonique. Dans la voie de l'inflammation, vous avez donc le tout début, ce sont les phospholipides membranaires qui sont dégradés par la phospholipase A2, et puis on arrive jusqu'au tout ce qui est acide arachidonique, jusqu'à l'acide arachidonique. On a ensuite donc l'action de ces enzymes là, les cyclooxygénases et les lipoxygénases, et ce qui donne ensuite les prostaglandines. Donc on parle de ces prostaglandines là qui ont un effet pro-inflammatoire. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc ça diminue le seuil de douleur ou de sensation de douleur, parce que ça augmente tout simplement la sensibilité aux récepteurs nocicepteurs. Donc là, ici, on peut avoir des effets anti-inflammatoires, entre autres à travers des polyphénols, par exemple. Les polyphénols agissent de deux façons.
au niveau de l'utilisation des polyphénols. Quand on utilise un polyphénol, en général, bon, il y a des niveaux un petit peu différents en termes d'efficacité anti-inflammatoire, parce que c'est un petit peu comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Vous avez aussi des anti-inflammatoires non stéroïdiens qui sont plus puissants que d'autres, parce que vous avez certains anti-inflammatoires non stéroïdiens qui vont agir sur par exemple la COX-1, d'autres qui vont agir sur la COX-2, d'autres qui vont agir sur un certain type de lipoxygénase, par exemple, d'autres qui vont agir sur 2 de ces cibles, voire sur 3, etc. Et donc, c'est la même chose par rapport au polyphénol. Alors, bien entendu, à dose égale, si on compare les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les polyphénols, à dose égale, on n'a pas le même effet. Hein, donc, pour vous donner un ordre d'idée, l'effet, par exemple, de la curcumine dans le cas, par exemple, de la polyarthrite rhumatoïde, donc selon un essai clinique sur le sujet, on a comparé la curcumine à la polyarthrite rhumatoïde, au diclofénac dans le cadre du traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Donc, on a mesuré les marqueurs de l'inflammation et également regardé au niveau des signes cliniques. Donc, on a un effet de 1 pour 10. Donc, on a testé 50 mg de diclofénac versus 500 mg de curcumine. Donc, un rapport de 1 pour 10 dans ce sens-là. Bon, ça ne change rien parce que le diclofénac 50 mg, c'est un petit comprimé et 500 mg de curcumine, c'est aussi une gélule. Donc, au niveau pratique, technique pour le patient, ça ne change pas grand-chose. Donc ici, je vous ai mis ce qui pourrait être le plus intéressant pour gérer la douleur. Okay, donc, ce sont des anti-inflammatoires, bien entendu. Par contre, ça a aussi un effet qui est très marqué sur la douleur, et notamment surtout la douleur inflammatoire. Là, par exemple, la curcumine, la boswelline. Curcumine, c'est, comme vous savez, c'est le principe actif, le polyphénol principal du curcuma, et la boswelline, la Boswellia serrata, le principe actif de la Boswellia serrata. Donc ces deux-là, on les utilise par exemple dans les douleurs inflammatoires et rhumatismales. Pour le GCG, c'est un petit peu un anti-inflammatoire très généraliste, à large spectre, que ce soit des douleurs neuropathiques ou des douleurs inflammatoires, donc ça fonctionne aussi dans les deux sens. Et le gingérol, c'est le principal polyphénol du gingembre. Le GCG, c'est l'épigalocatéchingalate, donc ce qu'on trouve dans c'est un des épicatéchines qu'on trouve dans le thé vert notamment. Vous avez également donc les oméga 3, ce qui est tout à fait normal parce que donc l'acide arachidonique qui ensuite est transformé en prostaglandine a comme antagoniste pour équilibrer cette balance inflammatoire les oméga 3 et surtout les EPA. Les EPA qui sont une des deux formes bioactives des oméga 3 et l'acide arachidonique qui est une des 3 formes bioactives des oméga 6. Et également, vous avez la vitamine D en tant qu'immunomodulateur, mais qui a également des effets parfois remarquables sur la douleur. Et donc, ces effets-là augmentent. Donc, l'intensité de l'effet de la vitamine D sur la douleur augmente lorsque le patient est carencé en vitamine D. Donc, plus il est carencé en vitamine D, plus on le supplémente en vitamine D, ces douleurs seront soulagées. Donc, tout ça, c'est des études cliniques. Hein. Donc, il y a d'autres composants, peut-être que certains ont déjà utilisé d'autres composants dans ce sens-là et qui ont plus ou moins fonctionné. J'ai sélectionné un ensemble de composants qui ont été étudiés cliniquement. Donc pour le GABA, comme je vous le disais, c'est un puissant inhibiteur, c'est le neurotransmetteur le plus puissant en termes d'inhibition. Alors, vous avez aussi un neurotransmetteur également qui est équivalent au GABA, mais qui agit au niveau de la moelle épinière, qui est la glycine. C'est un acide aminé neurotransmetteur. Et donc, le GABA va contrer au niveau cérébral l'effet excitateur du glutamate et de l'aspartate. Ce sont deux neurotransmetteurs acides aminés également, qui appartiennent au système nerveux sympathique.
OK. Et donc, ce sont ces deux neurotransmetteurs, comme j'ai expliqué au tout début, qui sont responsables de l'intégration du signal de nociception. Donc, dans ce sens-là, pour le GABA, donc on a déjà le GABA lui-même. OK, parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le GABA s'obtient à partir du glutamate. Et donc, on a une réaction qui va dans les deux sens. Donc, glutamate-GABA, du glutamate qui donne le GABA et le GABA qui donne le glutamate. Sauf que la réaction qui est la plus prédominante, ou naturellement qui devrait être la plus prédominante, c'est celle qui part du glutamate vers le GABA. Et donc là, on a des cofacteurs comme la vitamine B6 et le magnésium. Si on a un déficit sur un de ces cofacteurs-là, l'autre réaction qui part du GABA vers le glutamate l'emporte en termes de vitesse. Et donc, c'est pour ça que parfois, peut-être certains d'entre vous ont déjà testé ça, vous prenez du GABA et ça donne un effet inverse. Donc, en général, on donne du GABA pour bien dormir le soir, etc., pour avoir un sommeil d'une bonne qualité. Parfois, ça donne l'effet inverse. Là, ça veut dire qu'il y a un problème. Bon, il y a différentes explications à ça, mais entre autres, une des explications, c'est le déficit en magnésium et ou en vitamine B6. Et là où c'est le plus impactant, là où cette réaction-là qui convertit le glutamate en GABA est très sensible, c'est par rapport au magnésium. Donc, la moindre diminution du magnésium produit un ralentissement de cette réaction-là, un ralentissement qui va être tellement important que l'autre réaction qui part du GABA vers le glutamate va l'emporter. Et donc, vous donner du GABA, c'est comme si vous donniez du glutamate directement, ce qui donne un effet excitateur, bien entendu. Donc, il faut faire très attention au statut du magnésium et de la vitamine B6 avant de supplémenter en GABA. Les deux autres composés sont des composés qui vont permettre d'améliorer l'absorption intestinale et le passage hémato-encéphalique du GABA, parce que le GABA alors ça s'absorbe un peu mieux au niveau intestinal, mais au niveau de la barrière hémato-encéphalique, ça a du mal à passer. Bon, ça passe, mais les quantités qui passent sont relativement faibles. Et c'est pour ça que c'est bien toujours d'associer avec la L-théanine et ou l'arginine. L'arginine est beaucoup plus efficace, bien entendu. Vous avez entre autres une étude qui montre que le fait d'associer ne serait-ce qu'une petite quantité, quelques dizaines de milligrammes d'arginine au GABA, ça pourrait augmenter de 12 fois plus le passage du GABA au niveau de la barrière hémato-encéphalique, ce qui est remarquable. Maintenant, l'arginine, il ne faut pas donner des doses importantes parce que ça pourrait, chez certaines personnes, produire des maux de tête. Donc, puisque l'arginine étant le précurseur de l'oxynitrique, et l'oxynitrique, comme vous le savez, donne cet effet de vasodilatation, ben, ça pourrait à ce moment-là produire des douleurs, des céphalées au niveau cérébral, vu que il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. C'est pas tout le monde qui va avoir ça, mais il y a ces situations-là. Donc cette vasodilatation au niveau de la botte crânienne produit des douleurs parce qu'il n'y a pas suffisamment d'espace au niveau de la botte crânienne. Donc il y a aussi donc cette cible-là que je vous avais montré tout à l'heure, donc la substance P. Donc tout ce qui est inhibiteur de la substance P ou de la synthèse de la substance P, et donc la synthèse de la substance P passe par, entre autres par ce récepteur, mais surtout par ce récepteur TRPV1, qui ensuite enclenche la synthèse de la substance P. Et donc, tout ce qui est inhibiteur de ce récepteur et de la substance P donne un effet antalgique. Maintenant, ces effets-là, on peut les obtenir de deux façons. Soit on a affaire à des inhibiteurs directs, donc du récepteur TRPV1 et donc de la substance P, soit on a un effet d'induction du récepteur et donc de synthèse de la substance P, mais ensuite qui va s'inverser, donc cet effet inducteur va s'inverser en un effet inhibiteur par déplétion de la substance P, ce qu'on obtient par exemple par la capsaïcine. La capsaïcine, c'est un principe actif qu'on trouve dans le piment rouge, le piment noir, tout ce qui est piment piquant.
poivre de Cayenne par exemple, etc. Ok, donc ça se fixe sur le récepteur TRPV1. Ça induit au départ une sensation de brûlure, comme vous le savez, donc cette sensation de piquant, et qui ensuite va évoluer vers une sensation qui sera moins importante, donc une sorte d'adaptation à cette sensation de brûlure. Ça, c'est produit par une déplétion de la substance P, ce qui diminue la douleur. Donc, ça, c'est l'effet notamment de la capsaïcine, ce qu'on trouve aussi par rapport également au CBD ou aux cannabinoïdes, phytocannabinoïdes en général. Et puis, on a également l'effet sur la substance P, soit par la chaleur, soit par le froid. Donc, la chaleur donne le même effet que ce qu'on a vu avant. Donc, ça crée une stimulation, ensuite une déplétion de la substance P. Et le froid crée une inhibition des récepteurs TRPV1 et donc de la production de la substance P également. OK. Alors, je vois qu'il y a quelques questions, donc je vais y répondre juste après la fin de cette présentation. Donc, tout ce qui est lésions tissulaires, comme je vous disais, et surtout donc lésions neuronales, terminaisons nerveuses, dégénérescence au niveau neuronal, etc. Donc, toutes ces problématiques-là sont aussi à cibler parce qu'on a des moyens micronutritionnels qui permettent de cibler ça. Okay. Donc, lorsqu'on a un tissu qui est endommagé, qu'il soit d'ailleurs nerveux ou pas, donc on a une production d'un certain nombre de substances, entre autres des enzymes comme la bradykinine par exemple, la sérotonine comme neurotransmetteur, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, il y a aussi des hormones comme les prostaglandines, on en avait parlé déjà. Donc, le message douloureux va être produit, induit justement par cet ensemble de molécules-là. Bon, ça, c'est des exemples. Hein. Vous pouvez rajouter à ça aussi la substance P, comme je vous disais, mais ça, c'est des exemples de molécules qui sont inductrices de la douleur. Alors, encore une fois, j'insiste ici sur le fait que la sérotonine, ici, est au niveau périphérique et elle est spécifiquement produite par le tissu endommagé, okay, suite justement à cette lésion. Ça n'a rien à voir avec la sérotonine au niveau cérébral. Bien sûr, c'est exactement la même molécule, mais la fonction est très différente. OK. Dans ce cas-là, on a par exemple une molécule qui a un effet remarquable sur tout ce qui est ce qu'on appelle la neuropathie diabétique, notamment. Donc, c'est considéré dans certains pays comme un traitement d'ailleurs et traitement remboursé, comme par exemple en Allemagne, le traitement de la neuropathie diabétique, en tout cas, un des traitements les plus efficaces, c'est l'acide alpha-lipoïque. Reste bien entendu un certain problème par rapport à l'acide alpha-lipoïque qui a été relevé dans un rapport de l'EFSA il y a quelques années, je crois en 2019 si je ne me trompe pas, 2019 ou 2020, donc il y a quelques années, sur un éventuel effet de l'acide alpha-lipoïque sur l'auto-immunité, donc un effet un petit peu ambigu, pas très bien compris, mais ce qui est sûr, c'est que cet effet pourrait intervenir après des doses, après la prise de doses supérieures à 200 mg d'acide alpha-lipoïque sur le long terme. Donc là, c'est principalement des patients diabétiques qui souffraient de cette problématique-là de neuropathie diabétique ou qui prenaient l'acide alpha-lipoïque juste en prévention et qui prenaient des doses de 1 gramme, de 1 gramme de sang, de 800 mg, ce genre de doses. Mais il y avait aussi quelques rapports de cas cliniques qui rapportaient également des doses plus faibles. Donc 300, 250, même 200 mg. Et apparemment, c'est lié à un ensemble de mutations. Il y a en tout 8 mutations qui étaient liées à l'effet immunogène de l'acide alpha-lipoïque. Maintenant, ça reste extrêmement rare. Donc, ça, il faut le savoir. Donc, c'est peut-être quelques personnes, je n'ai pas les chiffres exactement en tête, mais peut-être quelques personnes sur 50 000. Donc,
c'est relativement très rare. Mais cela n'empêche en rien que l'acide alpha-lipoïque est un excellent protecteur du système nerveux, et donc qui soit prévient ou améliore les effets de la douleur qu'on rencontre dans le cas, par exemple, de la neuropathie diabétique. Vous avez également les polyphénols ayant une affinité plus importante ou un tropisme plus important au système nerveux. Le GCG, par exemple, l'épigallocatechingalate, la curcumine, les OPC, les oligoproanthocyanidines, le resveratrol également. Bon, il y en a d'autres aussi. Ce sont, on va dire, les plus utilisés, les plus importants. On a également des nutriments protecteurs. Donc, lorsqu'il y a des déficits sur ces nutriments, on commence à avoir des lésions, soit des lésions tissulaires globalement, soit surtout des lésions ciblées au niveau du système nerveux et au niveau des synapses, hein, ce qu'on obtient par exemple avec une carence en vitamine B12. Il faut savoir qu'une carence en vitamine B12 peut produire différents symptômes, mis à part ce qui est le plus connu, l'anémie mégaloblastique. Vous avez aussi des problématiques de douleurs neuropathiques qui peuvent apparaître juste à cause d'une déficience grave en vitamine B12. Vous avez accessoirement aussi un syndrome pseudo-Alzheimer, hein, des démences. On voit la personne, on dirait quelqu'un qui a Alzheimer, alors que c'est juste dû à un déficit en vitamine B12 et ça se corrige très bien avec le déficit en B12. Maintenant, je ne dis pas que c'est toutes les douleurs neuropathiques et toutes les problématiques de démence vont se corriger avec la B12. Vous avez compris. Donc, lorsqu'il y a des déficits graves, en général, c'est pas juste un petit déficit et c'est très difficile d'avoir des déficits graves en B12 parce qu'on a quand même une capacité de stockage, une métabolisation qui est très importante de la B12 au niveau du foie et on a une réserve en général en moyenne 1 année de vitamine B12. Donc il faut vraiment un régime qui est très carencé en B12 sur le long terme pour pouvoir avoir ce genre de problématique. Sinon, donc vous avez aussi la vitamine D qui intervient pas que comme immunomodulateur, donc ça c'est un des effets, ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport aux prostaglandines par exemple, et il y a aussi un effet sur la régénération des tissus, puisque la vitamine D régule également le cycle cellulaire, que ce soit les neurones, les cellules satellites au niveau du système nerveux, comme par exemple les cellules de Schwann, les astrocytes ou même d'autres types de cellules dans d'autres tissus également. La vitamine C également, les oméga 3, et là principalement pour le système nerveux, donc là c'est plus le DHA, qui a le plus de tropisme pour le système nerveux. Ça ne veut pas dire que le PA n'existe pas dans le cerveau, hein. C'est juste que on a en général plus de DHA dans le cerveau et également la régénération des cellules neuronales et pseudoneuronales se fait principalement par le DHA. C'est pour ça qu'on recommande ça chez les nourrissons, les bébés au tout début. Donc c'est toujours enrichi en DHA en général leur préparation. Ok, alors vous avez un tas d'autres composés qui sont également antalgiques, d'accord? Donc là, c'est principalement des plantes. Donc je vous ai mis quelques exemples ici, mais il n'y a pas que ça, hein. Vous avez compris, donc c'est par rapport c'est par rapport donc à certaines substances qui peuvent être des substances même pharmacologiques ou des versions naturelles de substances pharmacologiques comme l'écorce de saule par exemple. Là, vous avez de la salicyline, un précurseur ou un dérivé de l'acide salicylique. Alors, on peut trouver des petites quantités également d'acide salicylique dedans, etc. Vous avez également le coquelicot également, ce qu'on appelle le pavot. Donc là, ça contiendrait de la morphine, très peu de codéine. L'ergot également, là c'est l'ergotamine, c'est concrètement en fait c'est un médicament, hein, c'est la version médicamenteuse de ce truc-là, de ce composé-là. L'ergot c'est un champignon, hein. La version médicamenteuse c'est le dihydroergotamine, hein, utilisé notamment dans les céphalées de tension. Vous avez également les piments forts, donc piquants. Là, c'est la capsaïcine, accessoirement aussi la pépérine. Toutes ces plantes-là vont avoir des effets aussi intéressants sur la douleur. Donc, il y a aussi les bananiers, aussi tout ce qui est aloe vera.
qui peuvent avoir des effets antidouleurs, surtout lorsqu'il s'agit de blessures superficielles et également de brûlures. Et bon, c'est pas des effets qui sont rapides ou immédiats, mais ça se met en place sur, on va dire, sur le moyen terme, et ça accélère la cicatrisation, bien entendu, de ces problématiques-là. Sinon, alors, je vous ai fait une sorte de récap ici, d'accord, sur 2 ou 3 types de douleurs. Donc, les douleurs inflammatoires, donc qu'est-ce qui pourrait être intéressant ici? Et je vous ai rajouté quelques autres trucs ici qu'on n'a pas pu de toute façon évoquer dans cette conférence, sinon ça aurait été plus lent. Donc là, pour les douleurs inflammatoires, ce qui fonctionne plus ou moins bien en général, la curcumine et la boswelline. Ça, ce sont des composés qui fonctionnent très rapidement, surtout sur des douleurs inflammatoires aiguës. Si on utilise des doses relativement élevées, par exemple de curcumine supérieures à 2 grammes, 2, 3, 4 grammes, là, ça donne en général des effets rapides. Dans certaines situations, ça pourrait être une dose, un effet. Dans la même journée, voire sur 2-3 jours, ça donne un soulagement sur les douleurs aiguës, et pareil pour la boswelline aussi. Cela n'empêche pas qu'on les utilise aussi surtout pour les douleurs inflammatoires chroniques subaiguës, où là la dose serait beaucoup moins importante. Donc sur curcumine, 500 mg, des doses comme ça, 1 gramme maximum. Le GCG aussi pourrait être intéressant, le gingerol, mais qui sont en fait des polyphénols à effet beaucoup moins immédiat, ou beaucoup moins sur le court terme, comme ce qu'on obtient avec la curcumine et la boswelline dans les cas de douleurs inflammatoires. Les oméga 3, la vitamine D, ça c'est aussi des effets intéressants sur la douleur qui sont des effets indirects. Bien entendu, vous avez compris, par rapport aux oméga 3, c'est plus des effets pour contrer les prostaglandines et pour donc augmenter le seuil de sensibilité à la douleur. Pour la vitamine D, pareil, c'est des effets immunomodulateurs sur l'inflammation, mais aussi sur l'amélioration de la qualité des synapses, et donc ça améliore un petit peu la situation, mais il ne faut pas compter sur ça pour avoir une amélioration sur quelques jours. Donc mais en tout cas, s'il y a des carences, par exemple sur la vitamine D, il est très important de corriger ces carences, et on a en général des effets qui apparaissent sur quelques semaines sur l'amélioration des douleurs chroniques en général. Bon, pour les douleurs inflammatoires, et donc là je pense surtout aux douleurs rhumatismales par exemple, l'activité physique, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, et qui, je dirais même plus important que tout ce qu'on a vu ici. Donc une activité physique modérée, ce qu'on appelle une activité physique adaptée tout simplement. Qui ne soit pas trop intense, qui ne provoque pas encore plus de douleur ou de dégâts au niveau tissulaire. Donc une activité physique adaptée, bien sûr, au type de douleur et à la problématique du patient. Améliorer aussi la sensibilité à la synthèse du cortisol, ça on n'a pas eu le temps de voir, mais il y a quelque chose à voir dans ce sens. Donc c'était une cible extrêmement importante. Vous savez que le cortisol est le plus puissant anti-inflammatoire qui existe. Donc, il suffit pas ici de donner des corticoïdes, hein, parce que quand on donne des corticoïdes, le récepteur au cortisol augmente en résistance, ce qui est tout à fait logique. Il n'y a pas que cette problématique-là avec les récepteurs, hein. Avec les récepteurs au cortisol, on a ça avec toutes les molécules qui fonctionnent avec des récepteurs, hein. La problématique que vous connaissez tous et toutes, c'est la résistance à l'insuline. Et ça, c'est un principe qu'on a dans absolument tout ce qui fonctionne avec des récepteurs. Donc, plus vous donnez de quelque chose qui a un récepteur, plus ce récepteur va être réprimé sur le moyen et long terme. Donc, sur le moment, vous résolvez le problème parce que vous avez forcé la synthèse des récepteurs et donc l'effet, donc par rapport aux corticoïdes, mais sur le moyen et long terme, ça donne plus de répression du gène qui code pour le récepteur, et donc on obtient de moins en moins de récepteurs. Et donc il faut avoir des doses de plus en plus importantes pour avoir le même effet. À un moment donné, on ne pourra plus augmenter les doses.
Donc, il faut améliorer la sensibilité au récepteur et la synthèse du cortisol. Donc, le fonctionnement des surrénales. Le traitement par la chaleur également. Donc, ça pourrait être très intéressant. Et donc, par la chaleur ici, vous avez par chaleur, froid, hein, donc vous avez compris, par la température, donc que ce soit cryothérapie ou tout ce qui donne de la chaleur, les infrarouges, les ultrasons, etc., pourrait être très intéressant dans ce sens. Traiter la perméabilité intestinale, parce que la plupart des maladies inflammatoires chroniques, je donne toujours ces exemples par rapport aux maladies rhumatismales, par exemple l'arthrose, c'est toujours lié à un problème de perméabilité intestinale. Donc, un problème au niveau intestinal, en tout cas, dysbiose, hyperperméabilité, pas forcément un syndrome de l'intestin perméable, mais il y a quand même quelque chose à voir au niveau de l'intestin en général et puis de l'inflammation intestinale aussi. Également, en termes alimentaires, donc j'ai préféré vous mettre ça comme ça dans une phrase très succincte, bien qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi sur l'alimentation. Donc, diminuer le lait. Certains peptides du lait sont pro-inflammatoires, des peptides qu'on obtient de la dégradation partielle de la caséine. Pareil pour le gluten, donc les fragments de gliadine également sont pro-inflammatoires, voire immunogènes. Okay. L'alcool, le soja, les graisses raffinées, les sucres raffinés et les additifs, tout ça, il va falloir le diminuer, voire l'enlever si on peut, ce qui n'est pas toujours évident, bien entendu. Les douleurs neuropathiques, bien entendu, comme je vous disais, acide alpha-lipoïque, surtout vitamine B1, B6 et B12, très très important, donc pour les encéphalines et les endorphines. Le magnésium, bien entendu, le GABA, ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport au GABA, donc GABA, arginine, L-théanine, vous avez compris, magnésium, B6. Le CBD également, donc très intéressant dans ce sens. Ça pourrait être aussi appliqué, comme je vous disais, dans le cas des douleurs cancéreuses aussi. Diminuer les sources de sodium, de glutamate. Là, vous savez que les récepteurs au glutamate sont sodium dépendants. Okay. Donc, sodium et glutamate font bon ménage, et donc le lait et l'alcool également. Et bien sûr, améliorer la détoxification hépatique avec les organosoufrés et le glutathion, parce que bon, ça, c'est une très bonne cible pour tout ce qui est maladies neurologiques, neurodégénératives et les douleurs neuropathiques. Et donc, pour finir, je vous ai mis aussi quelques petites indications ici par rapport aux migraines et aux céphalées et maux de tête. Donc, pareil, donc vitamine B1, B6, B12, ça marche relativement bien en général lorsqu'il y a des déficits sur ces vitamines-là. Un des symptômes de déficit, c'est que ça produit des migraines ou des céphalées. Du magnésium, bien entendu, ça c'est aussi excellent, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont testé ça déjà. Du GABA, ça marche très bien. Du CBD, et bien sûr diminuer également les sources de sodium, de glutamate, et surtout ici dans ces cas-là, les sources de nitrate et de nitrite. Donc là, vous avez un ensemble de légumes, entre autres les betteraves, les céleris, etc. Les charcuteries aussi contiennent plus de nitrite que de nitrate. Et ça, ce sont en fait tout simplement ces nitrates, surtout les nitrates en fait, hein, les nitrites plus ou moins, mais surtout les nitrates se convertissent en oxyde nitrique. Et c'est le microbiote qui le fait, et parfois même le microbiote buccal. Okay. Vous avez des patients qui ont des douleurs, des céphalées, alors, beaucoup moins des migraines, hein, c'est plus des céphalées, qui vont avoir ces maux de tête, hein, juste parce qu'ils consomment ce type d'aliments qui contiennent du nitrate et qu'ils ont une dysbiose au niveau buccal. En général, c'est des parodontites, déchaussements dentaires, caries dentaires, etc. Et là, il y a un certain type de bactérie qui convertit les nitrates en oxyde nitrique, et ça s'absorbe en sublingual et ça arrive au niveau du cerveau extrêmement rapidement, ce qui crée une vasodilatation très importante au niveau des vaisseaux
de la boîte crânienne, ce qui crée la douleur. Et donc là, je ne dis pas que toutes les céphalées ont ce système-là, mais vous avez souvent ça. Et c'est remarquable comme ces douleurs disparaissent quand on enlève ce type d'aliment. Et bien sûr, le lait et l'alcool. Voilà, donc ça, c'était un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à ça, par rapport à cette thématique-là. Je vais prendre les quelques questions que je vois ici dans ma messagerie. Alors, bonsoir, classez-vous le PEA dans le système endocannabinoïde? Absolument, oui, oui, tout à fait. Donc, vous avez l'AEA et le PEA qui sont dans le système endocannabinoïde, tout à fait. L-arginine et cancer. Alors, pour être franc avec vous, l'arginine en tant que telle est un anabolisant. Donc, c'est un acide aminé du cycle de l'urée. Et donc, l'arginine avec l'ornithine, avec la citrulline, c'est des acides aminés du cycle de l'urée, et on sait très bien que sur les acides aminés du cycle de l'urée, ils augmentent la régénération, la prolifération, la régénération des tissus, donc ils ont un effet anabolisant, ils ont même un effet, entre autres l'arginine, sur l'hormone de croissance. Maintenant, la dose que je vous avais conseillée ici, c'est une dose dérisoire. C'est dans l'alimentation, vous obtenez peut-être 100 ou 200 fois plus de cette dose-là, comme je vous disais, quelques dizaines de milligrammes. Ok. À ce moment-là, on arrête de manger tout ce qui contient les aliments, des aliments qui contiennent des acides aminés anabolisants, qui sont au nombre de 10, ces acides aminés anabolisants, et donc il ne restera pas grand-chose à manger. Ok. Bon, l'arginine elle-même est utilisée même dans certains protocoles de traitement de patients cancéreux pour la régénération de la muqueuse digestive, etc. Donc, il y a aucun problème par rapport à ça. Si on reste sur des petites doses, c'est parfaitement et complètement sécuritaire. C'est le chaud ou le froid, ou les deux, qui augmentent la substance P? Non, le chaud augmente la substance P, mais à un moment donné, ça produit une déplétion au niveau de la substance P, donc ça ne fonctionne plus, ça bloque. Le froid inhibe la substance P, donc dans les deux cas, ça donne le même effet, qui est le fait d'inhiber la substance P et donc d'avoir un effet antalgique. C'est pour ça que vous avez à la fois un effet antalgique par la cryothérapie et aussi par des sources de chaleur aussi. Alors, B1 dans les douleurs neuropathiques, oui, B1, B6 et B12. B1, B6 et B12 dans les douleurs neuropathiques. Et il y a une des voies, comme je vous disais, qui passe par la synthèse de ces peptides-là qu'on appelle les encéphalines, dont la B1 est cofacteur, qui donne cet effet de la B1. Association B1, B6, est-ce qu'elle est antalgique? Oui, tout à fait, mais pas à des petites doses. Hein. C'est pas les AJR, hein, c'est pas les 1 mg et les quelques milligrammes. C'est des doses beaucoup plus importantes. Et comme je vous disais, c'est bien connu en médecine classique que c'est utilisé, entre autres, pour ces problématiques-là de douleur dues aux séquelles de zona, notamment. Si la phagépoïque a-t-il une place dans la neuropathie périphérique post-chimiothérapie? Très probable. Maintenant, je ne m'avancerai pas là-dessus parce que je ne pense pas qu'il existe des essais cliniques là-dessus. Tisanes à base de plantes antalgiques sont-elles bénéfiques? Sur le long terme, peut-être, hein, ou comme appui à d'autres traitements, peut-être. Mais je dis peut-être parce que ça ne contient pas des quantités importantes de principes actifs. Dans les douleurs rhumatismales chroniques, spondylarthrite, je classe tout ça, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, etc., dans les douleurs inflammatoires. Donc, tout ce qu'on a vu sur les douleurs inflammatoires s'applique, comme améliorer la sensibilité d'un récepteur à l'insuline, etc., par exemple. Ah, vous avez c'est un long sujet. Là, je vous donne 2 mots-clés, vitamine D, vitamine A. Et je vous rajoute un autre, vitamine oméga 3. Oméga 3, vitamine A, vitamine D.
Kéfir de lait est supprimé. Oui, c'est à enlever. BMB6, B12, le problème, faut-il être sûr, la personne n'a pas de cancer qu'on ignore. Oui, bon, ça c'est des investigations qu'on fait. Après, c'est pas, faut pas non plus être paranoïaque par rapport à tout. C'est un traitement qui fonctionne. Vous pouvez aussi avoir des problèmes d'allergie très graves par rapport à tel ou tel médicament aussi, et vous ne savez pas et vous ne faites pas le test à chaque fois, n'est-ce pas? Est-ce que les oxalates en excès peuvent également aggraver la sensibilité à la douleur? Oui, très probable, oui. Comment diagnostiquer perméabilité intestinale ou quels symptômes sont rarement pour la perméabilité intestinale? Il y a des marqueurs coprologiques. Hyperperméabilité intestinale, alpha-antitrypsine, zonuline, par exemple. Est-ce qu'il y a des compléments alimentaires à base de CBD ou de GABA? Oui, ça existe. Par quoi remplacer noix de Brésil pour la détox chez un enfant qui ne les mange pas? Les noix, en général, contiennent une certaine quantité de sélénium, par exemple, ça c'est bien. Ou alors on donne des doses, des toutes petites doses, des AJR de sélénium. Pour les sources de nitrate, il faut supprimer totalement, de préférence, oui. Les nitrates sont cancérogènes. Hein. Contrairement, les nitrites, pardon, hein, ce que je disais ici, ce que j'ai dit. Oui, désolé. Donc là, vous parlez des nitrates. Hein. Les nitrites sont cancérogènes. Okay, les nitrates, c'est autre chose. C'est un petit peu différent. Bon, il y a un débat là-dessus sur les nitrates. Mais bon, il faut les diminuer, bien entendu, et si vous les diminuez et que le patient réagit avec moins de douleur, ça veut dire que c'est bien dû à cette problématique-là. Dans les douleurs suite à la radiochimio, peut-on donner CBD, acide alpha-lipoïque, avec n'importe quel traitement? Oui, à ma connaissance, oui. Pour le CBD, oui, mais comme je vous disais, on en saura un peu plus dans le congrès du 4 et 5 mars sur le cancer, dans la curcumine. Utiliser la curcumine dans la douleur migraineuse. Je ne connais pas de résultats là-dessus. Je ne sais pas si ça fonctionne réellement. Vitamine B est mieux assimilée par la voie orale ou injectable. Ça dépend de quelle vitamine B il s'agit ici. En général, ils sont très bien absorbés, sauf la B12 qui pourrait poser problème, mais en général, le mieux, c'est de la prendre par voie orale. Sélénium, c'est pas aussi antidouloureux, surtout avec les douleurs neuropathiques. C'est vrai qu'il y a des études là-dessus. Donc, c'est possible que ça soit aussi un antalgique, mais à ma connaissance, pas aussi puissant que ce que je vous ai présenté ici. Donc ça, c'était pour les questions. Et comme je vous disais, restez avec moi jusqu'à la fin parce qu'on a une invitée surprise ici, une invitée mystère qui va se dévoiler dans quelques instants. Donc, je lui fais signe pour qu'elle se connecte avec nous. Et donc là, je vais juste vous rappeler, peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu l'information par rapport au congrès prochain congrès qui est en fait un congrès formation. Donc c'est une formation certifiante de micronutrition cancer. Donc la prise en charge du cancer par la nutrition, la micronutrition, la phytonutrition. Et donc comme vous voyez ici, on a une bonne quinzaine de conférenciers de très haut niveau dans des sommités. Okay, ici en oncologie ou en médecine fonctionnelle, en médecine nutritionnelle. Donc ça aura lieu le 4 et 5 mars prochain à Casablanca. Donc, vous pourrez vous inscrire soit en présentiel, soit si vous ne pouvez pas vous déplacer, il y a aussi une possibilité de s'inscrire en ligne. OK. Donc, le séminaire, le congrès formation prochain donc, sur la thématique du cancer de la micronutrition a été organisé par donc 2 organisatrices fabuleuses, fantastiques. Donc je suis sérieux quand je le dis. Donc par Fatihat El-Khir Sefriwi Mourchid, qui est docteur en pharmacie et fondatrice du centre Stopzen,
qui est aussi autrice de cet livre, qui a fondé avec docteur Ibtissem Tajmouati, qui est avec nous maintenant, le SIBEN, qui est le Salon international du bien-être et de la nutrition au Maroc, au Casablanca. Et donc, la formation est organisée en collaboration justement avec le SIBEN et avec l'Institut international des sciences de la nutrition et de la micronutrition, dont je suis le président. Et donc, c'est une formation certifiante. Donc, la certification est donnée par justement l'INMS, l'Institut international des sciences de la nutrition et de la micronutrition. Donc, on a quelques conférenciers, comme vous avez vu, on a une quinzaine de conférenciers, entre autres donc professeur David Kayat, qui est l'ex-président et fondateur de l'Institut national du cancer en France. On a aussi l'éminent docteur Laurent Schwartz, qui est aussi oncologue, radiothérapeute et qui est très très connu et qui a fait beaucoup de travaux de recherche, etc., dans le domaine de l'oncologie et aussi de l'oncologie intégrative. On a également l'éminente professeure Nadia Benchakroun, qui est cancérologue, oncologue, radiothérapeute au CHU de Casablanca, qui est très très connue aussi, une personnalité qui est très connue au Maroc et au niveau international. On a aussi l'éminent professeur Castronovo, donc Vincenzo Castronovo, qui est un spécialiste à la fois de la médecine fonctionnelle et nutritionnelle et aussi un cancérologue très connu. On a également l'honneur de recevoir aussi des États-Unis le docteur David Billstrom, qui est un expert en auto-immunité, qui est aussi le président de l'Institut international de l'auto-immunité. Et on a aussi professeur Alain Menzel, qui est un éminent expert aussi en nutrigénétique, et comme vous avez vu, d'autres experts également dans ce domaine également qui seront parmi nous au cours de cet événement. OK, et donc si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire à travers le site icns.ma. Donc là, vous avez toutes les informations sur l'inscription, donc comment s'inscrire, sur le programme. Vous avez le programme détaillé des 2 jours. Vous avez également des conférenciers, comme je vous ai montré là, et vous avez aussi des explications par rapport aux frais de participation. Je vais maintenant laisser la parole à Patricia Bourguignon, donc notre invitée mystère de ce soir, comme je vous disais, qui va se présenter et qui va vous dire 2-3 mots par rapport à sa conférence, sa prochaine conférence le mois de mars prochain à Casablanca. À toi, Patricia. Bonsoir Amine, bonsoir à tous. Très heureuse d'être ici ce soir avec vous. Donc en 2-3 mots, donc moi je suis immunologiste et j'ai eu l'occasion donc de travailler pendant une 30aine d'années dans le milieu pharmaceutique, que ce soit la recherche préclinique, mais surtout la recherche clinique. Et parallèlement à ça, donc j'ai eu l'occasion donc de faire des formations en nutrithérapie. Et dernièrement, je me suis spécialisée, en tout cas informée par rapport au monde des cannabinoïdes qui finalement sont beaucoup plus vastes que ce que je n'avais imaginé au départ. Quand j'avais commencé, je pensais que le CDED, il suffisait de lire quelques articles et c'était bon. Et non, finalement, je me suis rendu compte que c'était un monde qui est en plein essor en termes de connaissances, puisque pendant des années, ça a été un petit peu... je dirais, on a empêché la recherche par rapport à l'utilisation de ces produits suite à toutes les restrictions qui ont été mises en place dans le siècle dernier. Donc ici, on commence maintenant à avoir des études très, très, très intéressantes dans différents domaines. Et parmi donc les domaines où il y a le plus, je dirais, d'études cliniques, c'est justement le domaine de la douleur, en plus de l'épilepsie. Et donc voilà, donc ce que je vous présenterai, en tout cas une partie de ce que je peux vous présenter à Casablanca, c'est justement vous présenter les études cliniques
qui montrent l'intérêt potentiel du CBD de manière générale, donc par rapport à la douleur, mais aussi dans le cadre donc d'un cancer. Et comme vous savez, il y a toujours les questions qu'on se pose, quelles sont les doses à prendre, est-ce qu'il y a des contre-indications, est-ce qu'il y a des produits qui sont plus intéressants que d'autres. Enfin, voilà toute une série de questions que j'aimerais bien aborder avec vous lors de cette conférence à Casablanca. Merci beaucoup, Patricia. Ça a été un grand plaisir de t'avoir avec nous. Et ça sera aussi un plaisir de t'avoir aussi avec nous à Casablanca prochainement. Donc, je vais maintenant passer la parole à Ptissem, Dr Ptissem Tajmouati, si elle est parmi nous, qui va un petit peu vous parler aussi des modalités d'inscription au congrès. Donc, Ptissem, qui est une des organisatrices de ce congrès formation. Merci. Merci Amine, merci Patricia. Donc, ravie de te recevoir au Maroc. Alors, effectivement, donc, j'invite mes amis donc, qui sont intéressés par cette formation, donc de passer par le site et puis de s'inscrire, sachant qu'ils peuvent aussi me contacter s'ils ont besoin d'être accompagnés pour plus de détails au niveau des modalités d'inscription. On propose aussi un tarif inscription à 2 qui peut être encourageant pour pouvoir permettre justement d'avoir un tarif préférentiel. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter et on se dit à très très bientôt en présentiel pour recevoir tout ce beau monde et permettre justement d'être à jour sur tout ce qui peut se faire en nouveauté dans ces approches d'accompagnement du cancer avec cette approche, donc en fait le rôle de la micronutrition dans cette approche complémentaire. Je crois que j'ai un peu tout dit et puis j'espère vous dire à bientôt. Je te redonne la parole, Amine. Oui, merci beaucoup pour toutes ces informations, Ptissem. Donc, et moi aussi, je vous dis à bientôt pour ce congrès, donc à la fois en présentiel et pour celles et ceux qui ne pourront pas être là, donc en ligne. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Je m'intéresse depuis plus de 25 ans à l'impact de la nutrition sur la santé, en particulier sur le cancer. Et je me réjouis d'être parmi vous le 4 mars à Casablanca pour parler lors de ce congrès de la phyto-oncologie, un concept où je vais vous expliquer comment certains principes actifs de plantes sont des outils extraordinairement efficaces pour accompagner les patients pendant le traitement anti-cancer, mais également en prévention primaire et tertiaire. Notamment, on parlera de la curcumine, de la berbérine, de l'acide bétulinique, mais également des tocotriénols qu'on trouve dans certains végétaux qui ont un effet multi-cible extrêmement intéressant. Donc, je me réjouis de vous revoir à cette occasion et jusque-là, portez-vous bien. Bonjour, je suis Ulrich Génisson, expert en régime cétogène et cofondateur de Eat Fat to Be Fit, la première communauté francophone autour du régime cétogène. Je vous invite au congrès des sciences de la nutrition qui aura lieu le 4 et 5 mars 2023 à Casablanca, où j'aborderai le régime cétogène pour la lutte contre le cancer, mais aussi pour sa prévention. J'espère que vous serez très nombreux à nous rejoindre pour cet événement exceptionnel et je vous dis à très bientôt. Dear friends, as you are aware, this year the International Congress of Nutritional Science will be hosted in Casablanca, Morocco. A lot of prominent speakers will fill the agenda. I am Nina Mikirova, the researcher from the Reardon Clinic,
and I am honored to be invited at this Congress. My presentation is about high-dose vitamin C in cancer treatment. The importance of vitamin C consumption in human health is well known. It is necessary for proper immune functioning, suppression of inflammation, suppression of viral replication, and in healing of many chronic diseases. The aim of my presentation is to provide an overview of the current scientific evidence concerning the mechanism of action of vitamin C and preclinical and clinical studies that evaluate the potential of vitamin C as anti-cancer agent. Reports of the clinical studies indicated that when it's administered at high dosage by intravenous route, it can show beneficial effect in cancer patients. This treatment has potential to expand the therapeutic range of chemotherapy, its efficacy, and reduce toxicity of chemo. In addition, I will discuss the research projects and clinical trials that are completed in Riordan Clinic. It is my pleasure to make presentation at the International Congress of Nutritional Science organized by Professor Amin Ghazmi. Thank you. Bonjour, je suis Patricia Bourguignon, immunologiste, nutrithérapeute et fondatrice donc du CIREC, qui est la Société internationale de recherche et développement sur les cannabinoïdes. Alors, on parle de plus en plus, que ce soit sur Internet, dans les publications scientifiques, du cannabis thérapeutique-médical, du CBD, du CBG, etc., dans la prise en charge du cancer. Mais qu'en est-il réellement ? Que peut-on espérer comme effet bénéfique? Est-ce qu'il y a des risques, des contre-indications? Quel dosage appliquer? Voici quelques questions parmi d'autres qui seront développées lors du Congrès international des sciences et de la nutrition. Et donc je serai vraiment très heureuse de vous rencontrer le 5 et 6 mars prochain à Casablanca.